L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à tous, nous recevons ce matin avec Guillaume Tabar sur Radio Classique et Public Sénat, Olivier Besancenot du NPA. Bonjour Olivier Besancenot, vous venez de publier un ouvrage qui s'intitule « On a voté et puis après » avec un point d'interrogation. Et à l'instant, vous venez de me confier en fait que vous l'aviez écrit, fini en tout cas, fin juillet. C'est-à-dire que vous n'avez pas laissé quand même beaucoup de temps à la gauche pour faire ses preuves. Ça veut dire qu'en fait le film était annoncé à vos yeux ? Oui, en grande partie. D'abord parce qu'il y a l'urgence de la crise économique et de la crise écologique dans laquelle on est. Et puis deuxièmement parce que moi je me fais aucune illusion et depuis longtemps sur ce type de gauche-là, quand elle arrive au pouvoir notamment. On était décomplexé pour battre Sarkozy, mais on n'avait aucune illusion sur le programme qui allait être appliqué. Donc ce livre, c'est un appel à une suite, à un combat. Et la question qui se pose, c'est de savoir si on laisse une nouvelle fois l'histoire se répéter, comme en 81, 88, 97, à se dire en mi-mandat, mince, la gauche fait une politique de droite, et en fin de mandat, à se dire, mince, l'extrême droite arrive très très fort. Donc c'est un appel à la gauche non gouvernementale. D'accord. Franchement, rien n'a changé depuis les élections du mois de mai dernier ? Bien sûr qu'il y a des choses qui ont changé, il y a des mesures symboliques, j'en parle d'ailleurs dans le livre, qui ont été prises et qui viennent nous rappeler que l'UMP est parti et bien parti, et tant mieux quand on plafonne par exemple les revenus des grands patrons des entreprises publiques, évidemment ça peut me faire que plaisir sur les mineurs, sur les loyers, même s'il faudra revenir dans le détail. C'est pas Nicolas Sarkozy. Non, le Parti Socialiste, c'est pas l'UMP. Maintenant, la politique qui est menée, c'est une politique d'alternance libérale. Mais là, j'invente rien, hein. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes. C'est-à-dire, il faut gérer tranquillement le cas de la crise avec de l'aménagement social et de l'aménagement écologique. Maintenant, quand on prend la balance entre le pour et le contre, il n'y a pas photo. Les marchés financiers n'ont rien à craindre. Les marchés financiers se portent bien. On parle même peut-être maintenant, d'après le dernier rapport, de faire un éventuel cadeau de 40 milliards d'exonération de cotisations sociales au patronat pour financer notre protection sociale, que la majorité de la population s'apprêterait éventuellement à financer par la CSG ou autre, selon les négociations ou selon les discussions. Guillaume Tabar. Mais vous dites 40 milliards de cadeaux au patronat, c'est pas un cadeau aux chefs d'entreprise personnellement, c'est un moyen d'alléger le coût du travail pour l'entreprise afin précisément d'éviter des licenciements. Vous êtes contre limiter le nombre de licenciements ? Oui, c'est pas mal amené, c'est bien tenté, mais même comme ça, même dit comme ça, je me laisserai pas prendre au piège. Je suis pour interdire les licenciements, je suis pour une loi d'interdiction des licenciements. Je peux même vous dire qu'aujourd'hui, ce qui entre guillemets justifie les fermetures d'usines ou les licenciements, c'est précisément la recherche de compétitivité. Qu'est-ce qui se passe à PSA ? Le plan de fermeture d'Aulnay, c'est un plan qui date d'il y a 2 ans, quand le marché de l'automobile se portait très bien. Et ce que veut faire PSA aujourd'hui, c'est augmenter ses marges. Elle le fait comment ? Sur le dos de la masse salariale. Et en concret, elle veut faire quoi ? Elle veut faire en termes de production à 4 usines ce qu'elle faisait faire avant par 5 pour être plus compétitif. Donc la compétitivité économique libérale dont on parle actuellement, c'est pas la solution, c'est le problème. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur le coût du travail avec une grande campagne mensongère. Et puis la France qui serait pas compétitive, pardon. Ce que je note, c'est quand on voit les investissements de capitaux de l'étranger, en termes d'investissement direct à l'étranger, je crois que la France est en 10e position devant l'Allemagne. Ça vient en grande majorité à 80% des cas d'Europe ou des États-Unis. Vous avez compris que les capitalistes, je les porte pas plus que ça dans mon cœur, mais je le reconnais en général un mérite, c'est quand ils vont placer leurs œufs, ils savent à peu près où ils vont. Donc s'ils investissent en France, c'est qu'en fait ça doit être plutôt bien compétitif. Donc le problème qui se pose, c'est de savoir si oui ou non on sort de la crise. Et moi je vous dis qu'avec des plans de mesures d'austérité, quand vous privez la majorité de la population des moyens de consommer ce que la société produit, vous accentuez la crise économique elle-même. Il suffit de voir ce qui se passe actuellement en Grèce, en Espagne ou au Portugal. Olivier Besancenot, le traité européen va sûrement être voté là dans quelques heures, dans quelques jours. En France, pour vous, j'imagine, c'est une mauvaise nouvelle. Vous imaginez bien. Si la France, en effet, ne ratifiait pas ce traité, qu'est-ce qui se passerait ? Pour vous, ça serait forcément une très bonne nouvelle. Ce serait la possibilité d'un nouveau départ. La question, elle est posée de la façon suivante. Je veux dire, on enregistre successivement des traités qui sont toujours plus impopulaires, des traités toujours plus libéraux, toujours plus pour les banquiers. C'est vrai depuis Maastricht, c'est vrai depuis le traité constitutionnel européen. Je rappelle quand même qu'on l'avait rejeté par voie de référendum. Et c'est une Europe qui est toujours faite pour les marchés financiers et les banques. Or, cette idée-là, d'une Europe-là, elle discrédite, j'ai dit dire, le projet européen. Sauf qu'il y a déjà 25 pays sur 27 qui ont ratifié. Donc, et alors, si la France belle affaire, on pourrait faire une autre Europe. Nous, c'est ce qu'on préconise. On préconise de faire une assemblée constituante européenne. On préconise de faire une Europe où on prendrait cette fois-ci le meilleur d'une législation sociale ou démocratique pour en faire profiter à tous. On propose un salaire minimum européen basé sur les rémunérations comme en national les plus élevées. On propose des services publics européens dans le domaine des transports, de l'énergie, des banques, autre chose que la Banque centrale européenne, qui est une nouvelle fois célébrée par ce traité, puisque je le rappelle, dans le domaine des sommets européens, le président de la Banque centrale européenne est amené de droit à participer au débat. Le président du Parlement européen, qui est lui issu d'une instance élue au suffrage universel, peut être
entendu, uniquement peut-être entendu. Ça donne à voir de cette Europe soi-disant démocratique. Guillaume Tabar. Mais selon vous, peut-on refuser le traité européen, refuser une politique que vous qualifiez de politique d'austérité, sans simultanément quitter finalement l'Union européenne et même la zone euro? Non, je vais prendre un exemple concret. La Grèce, actuellement, je crois que Angela Merkel, quand elle va arriver en Grèce, elle va trouver un pays en grève générale. Vous savez que là-bas, il y a beaucoup de mobilisation sociale, il y a le mouvement des indignés, il y a des grands mouvements sociaux, il y a une organisation de la gauche radicale qui a failli passer aux dernières élections, qui s'appelle Syriza. Cette organisation, elle est internationaliste, elle est pour une autre Europe, elle ne voit pas la possibilité d'une sortie de la crise économique sans rapprochement des peuples entre eux. Par contre, elle est contre cette Europe-là, elle est contre les traités existants. Donc je crois que le débat, c'est pas Europe ou pas Europe, c'est quel type d'Europe on veut construire. Sauf moi, depuis que je suis gamin, j'entends des socialistes. On a bien vu François Hollande, lorsqu'il a voulu infléchir, comme il dit, la politique de l'Union européenne, il a eu des marges de manœuvre finalement très limitées. Mais il le savait, je veux dire tout ça, écoutez, c'est un numéro de clown, on le savait depuis le départ. Les 120 milliards qu'il allait éventuellement négocier, dont une partie était déjà programmée, qui iront de nouveaux investisseurs, c'est-à-dire de nouveaux capitalistes, pour finalement ne pas toucher au traité. Ce que je dis simplement aux gens de gauche qui nous écoutent, qui sont toujours pris en tenaille par le doute, par, en gros, l'idée du chantage. Si c'est pas ça, il y aura plus rien. J'entendais ça déjà en 2005. Le problème, c'est quoi? C'est que si on continue sur cette voie-là, ce qui va se passer, ce sera très grave, parce qu'en effet, la colère prendra une mauvaise direction dans les couches populaires, et ça sera l'idée de dire, c'est toute l'Europe qu'il faut envoyer bouler, c'est tout rapprochement avec les peuples qu'il faut envoyer bouler, et je vous dis, le projet européen lui-même sera complètement mort. Donc soit il y a une réorientation brutale qui passe par la rupture avec ces traités-là, et la construction d'une Europe qui soit faite enfin par et pour les peuples, soit en effet on ira dans le mur. Et du côté des mouvements sociaux, il y a des nouvelles convergences qui commencent à s'établir, tant mieux, dans le mouvement féministe, dans le mouvement de la santé, c'était le cas samedi, aussi du côté des mouvements de salariés, et je crois que pour moi, ça c'est l'issue. Je rappelle par exemple, c'est passé assez inaperçu, mais pour la première fois depuis le début de la crise financière de 2008, il y a une mobilisation sociale au Portugal en l'occurrence, la rue, qui a gagné contre un plan d'austérité, ce qui prouve que la lutte peut payer. Olivier Besancenot, comment vous jugez les alliés du Parti socialiste, par exemple les Verts, dont le parti n'appelle pas à ratifier? Or, deux ministres sont aujourd'hui au gouvernement. Je crois qu'il ferait bien de quitter le gouvernement. Vous leur demandez? Je leur demande, moi j'ai rien à leur demander, j'ai aucune légitimité pour leur demander, mais je pense que ce serait plus cohérent. Je pense que ceux qui sont écologistes sincèrement, et du point de vue du nucléaire, et du point de vue du pouvoir, je dirais, politique à établir face, par exemple, au gros mastodonte de l'énergie, devraient quitter le gouvernement. Et un des appels que je lance dans ce livre est adressé aux écologistes, au front de gauche, à lutte ouvrière, à la gauche sociale, à la gauche politique, c'est de construire une opposition unitaire à la gauche du gouvernement. Ça fait des années que vous appelez à ce front anticapitaliste, c'est la première fois qu'on appelle votre candidat à la présidentielle n'a pas fait un très bon score. Oui, mais d'abord il a marqué, je pense, c'est un des rares candidats qui savait à peu près de quoi il parlait quand il parlait des conditions d'existence et de travail de millions de personnes. C'est aussi une autre façon de représenter la politique, de dire que la politique n'appartient pas aux professionnels, de défendre des revendications. Et puis la nouveauté par rapport à ce qu'on défendait il y a quelque temps, c'est que on défend cette fois-ci une opposition à la gauche du gouvernement, puisque cette gauche-là revient. Et la question qui se pose, c'est celle-là. Le PS a tous les leviers du pouvoir. C'est la différence par rapport aux épisodes présents. Tous les leviers du pouvoir. Et ils nous disent quoi? Laissez-nous du temps. Ça va être plus compliqué que prévu. Eh ben non. Donc cette forme de défiance, il faut l'assumer, la revendiquer, et pas faire une opposition de brute épaisse, qui va dans le bon sens, il faut l'appuyer, mais une opposition, ça veut dire un statut politique qui vous permet d'être suffisamment libre et indépendant, d'établir un rapport de force quand les choses vont mal. On a commencé à le faire contre la ratification du traité européen, on était des dizaines de milliers dans la rue, on le fait aussi sur des questions sociales, notamment sur la question des licenciements, et moi je souhaite qu'on puisse le développer et le généraliser. En quoi vous êtes plus efficace qu'un Jean-Luc Mélenchon? D'abord peut-être parce que, c'est peut-être pas en termes d'efficacité, mais en tous les cas, nous, on assume notre statut d'opposant politique à la gauche du gouvernement. Vous la direction aujourd'hui, le Front de gauche, pour vous, ils sont dans la majorité présidentielle ou dans l'opposition? Eux, ils disent qu'ils sont ni dans l'un ni dans l'autre. Là, je parle de la direction parce que je pense que du côté des militants, c'est probablement un peu différent. Ils disent on n'est ni dans le gouvernement ni dans l'opposition. Moi, je pense que c'est une position qui résistera pas au fait très longtemps et que c'est une position instable. Et c'est pour ça qu'on propose de pouvoir se fédérer ensemble pour faire cette opposition. Maintenant, je suis pas fanatique du terme, peu importe le mot. Le but du jeu, c'est de se regrouper concrètement pour mener des campagnes sociales et politiques qui seront utiles et efficaces pour faire avancer le schmilblick. Parce que si la rue ne se fait pas entendre sous ce gouvernement et s'il n'y a pas un contre-pouvoir efficace à la gauche de ce gouvernement, alors on laissera le monopole de l'opposition à la droite et à l'extrême droite. Olivier Besancenot, je vais vous citer deux noms de ministres de ce gouvernement. Manuel Valls, par exemple, dans votre ouvrage, vous dites que c'est un ministre sarkozyste. Vous y allez carrément là.
Oui, c'était ma petite blagounette dans ce livre-là, mais je crois que c'est un rôle qu'il Ce qui n'est endosse pas un assez compliment dans votre facilement. bouche, j'imagine. Pardon? Ce qui n'est pas un compliment dans votre bouche, j'imagine. Non, forcément, mais je veux dire, c'est un rôle qu'il endosse largement. Ça le dérange pas plus que ça, Manuel Et vous, Valls, elle vous de dérange jouer, la ce rôle-là. politique, Manuel Bien Valls sûr, elle me choque même. En quoi? Elle me choque. J'essaie d'expliquer un petit peu dans le livre, et à l'époque, d'ailleurs, il n'y avait pas eu les Roms, mais il y avait déjà eu le fait de maintenir le périmètre de l'immigration dans le cadre du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire d'une politique sécuritaire. C'est déjà donné raison à la droite. Il y avait déjà eu l'annonce que, quelles que soient les discussions, il n'y aurait pas plus de régularisation que sous le gouvernement précédent, c'est-à-dire pas plus de 30 000. Pire, des choses insidieuses. Il y a eu la promesse d'Hollande de dire qu'il n'y aurait plus d'enfants mineurs dans les centres de rétention. Il y a une circulaire d'application qui tombe de Valls quelques jours après, qui n'a plus rien à voir avec l'histoire, où on nous explique que les familles, pour bénéficier de ce dispositif, devront accepter leur expulsion. En clair, un papa qui refuserait d'embarquer parce qu'il conteste les motifs de son expulsion verrait son enfant envoyé dans un centre de rétention. Quand il démantèle, comme il l'a fait là, ce week-end, des réseaux peut-être terroristes, vous applaudissez ou vous dites... Vous êtes choqué aussi? Non, moi je suis prudent. D'abord, Non. peut-être contrairement à beaucoup d'autres. Ouais. Voilà, quand Il y a faut des le faire, choses en il cours- faut démanteler Non, ces mais quand il y réseaux. a des choses en cours, déjà, avant d'avoir des grandes phrases définitives du côté de la classe politique, laissons voir les choses concrètement. Et quoi qu'il en soit, évitons toute instrumentalisation politique. Donc ça, on verra en temps et en heure. Maintenant, le problème, c'est pas l'individu. Hein. Le problème, c'est pas la répartition des rôles. Parce que je vois bien dans le gouvernement, il y a le ministre gentil, il y a le ministre méchant. Donc il y a, du point de vue de la gauche, hein, j'entends. Arnaud Montebourg, Voilà. c'est un ministre gentil Il y a- ou voilà, méchant, en gros, alors, mais pour vous j'imagine que dans la distribution des rôles, c'était ça. Alors Arnaud Hein. Montebourg, c'est lequel? Ben moi, je suis pas dans la distribution des rôles. Je parle de son ministère, et son ministère, pour l'instant, il est inefficace. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce matin, au salon de l'automobile, il y a plusieurs centaines, peut-être même plusieurs milliers de salariés d'une vingtaine d'entreprises qui vont se regrouper pour dire quoi? Que aujourd'hui, on pourrait légiférer pour interdire les licenciements. En 4 jours, si le gouvernement voulait, on pourrait faire une loi d'interdiction des licenciements. Je rappelle que la droite, à l'époque, elle pouvait même aller plus vite pour faire passer des sales lois. Donc la question, c'est une question de volonté politique. Et ça, c'est même pas faire la révolution. Les pouvoirs publics disposent de moyens de pression. Lesquels? Les subventions publiques, les cadeaux fiscaux, tous les avantages qu'on a donnés pendant différentes années à ces groupes-là, qui aujourd'hui, pour accentuer leurs bénéfices, la plupart du temps, licencient quand même. Et ben nous, on rêve du jour où on aura un gouvernement de gauche qui, par exemple, porterait plainte pour détournement de fonds publics. Mais ça, sans rapport de force, ça ne se fera pas. Olivier Besancenot, je vous trouve en forme ce matin. Vous aviez pris du recul dans la dernière élection présidentielle, même si vous étiez à côté de votre candidat. Mais aujourd'hui, vous en êtes où vous-même? Vous reprenez le flambeau du NPA alors que 400 militants sont encore partis chez Jean-Luc Mélenchon? Non, pas encore. Ça, c'était il y a quelques mois. Il ne faut pas faire les trucs en différé. On a connu une crise pendant... En plus, on en a beaucoup parlé. On l'a assumé. Chez nous, tout est transparent. Le NPA se porte mieux. On a tourné cette page-là. Et aujourd'hui, on est plusieurs visages à porter la voix du NPA. Il y a Philippe Poutou, il y a Christine Poupin, il y a moi-même. Et je crois que c'est aussi important d'être en adéquation avec ce qu'on est vraiment. Et puis, je vous remercie de nous trouver en forme. Ça fait plaisir. Toute dernière question, Guillaume. Avec le recul, est-ce que vous ne regrettez pas quand même de ne pas avoir été candidat vous-même à la présidentielle? Vous auriez peut-être fait un meilleur score que Philippe Poutou? Je regrette absolument pas, parce que pour nous, c'est essentiel justement de montrer qu'on n'est pas dans la professionnalisation de la politique. Et moi, j'ai assumé ce rôle-là pendant 10 ans. Je l'ai fait avec enthousiasme, je l'ai assumé. Mais au bout d'un moment, j'ai pas envie de rentrer dans une case, qui est une case politique, médiatique, où le NPA, c'était le parti d'Olivier Besancenot. Et ben maintenant, il va falloir faire l'idée que le NPA, c'est bien un instrument politique avec lequel il va falloir compter. Toute bénédiction de Merci. politique étrangère, la réaction d'Hugo Chavez, c'est une Très bonne nouvelle brièvement. pour vous? Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est d'abord pour le peuple vénézuélien que c'est une bonne nouvelle. Et puis en Amérique latine, de façon plus générale, parce qu'il y a un processus social et politique qui continue à œuvrer. Et pour moi, oui, en effet, c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Olivier Besancenot. Je rappelle Merci à le vous. titre de votre ouvrage, On a voté et puis après, aux éditions du Cherche Midi. Très bonne journée à tous sur Radio Classique et Public Sénat.